L'amour courtois. Le lendemain, Arturo a repris l'avion exactement comme je l'espérais pour embrasser Brigitte au bord de son lac à Saint-Quentin en Yvelines. Selon une conception rigoureuse, quoique personnelle, de la fidélité, il ne traversait jamais un continent sans visiter ses ex. Parfois, ces amoureux ayant rencontré quelqu'un, le nouveau fiancé n'était pas ravi de garder le Mexicain à dîner, mais un léger malaise ne rebutait pas Arturo, ni une conversation entre hommes dans un appartement dont il avait parfois conservé les clés. Pour contrebalancer le côté scabreux de ses visites et reconquérir un cœur, il était prêt, quand la dame était seule, à traverser toutes sortes d'épreuves comme les chevaliers du Moyen Âge. Il faisait jaillir devant sa belle des miracles de gentillesse et terrassait au fur et à mesure les monstres qu'on lui désignait. Il plantait un magnolia dans la pénombre, désinstallait des applis véreuses, fendait du bois, promettait maintes choses, déclamait un poème du sous-commandant Marcos agenouillé devant la cheminée, réinitialisait, massait, préparait des cocktails, réparait un toit en prévision de l'orage, et se mettait corps et âme à disposition le temps d'une soirée. Ce soir-là, en France, rien de tel. Brigitte ne suggéra aucune épreuve. Il n'y avait ni fenêtre bloquée, ni enfant à calmer, ni obscur passage de livres à déchiffrer à deux de toute urgence. Arturo ne se souvenait plus précisément depuis quand il avait quitté les lieux, au minimum plusieurs mois, voire des années, mais passé la minute de timidité, tout sembla à tel point naturel entre sa dame et lui qu'il eut la sensation de n'être sorti que le temps d'un jogging autour du lac. Rien n'avait changé dans l'appartement, d'autant que l'immeuble Beaufil était réglementé pour empêcher les transformations, si ce n'était une porte retirée de ses gonds. Surtout, cette femme le piégeait par son naturel à ressusciter leur ancienne intimité, à réveiller au moindre contact les gestes dissimulés dans les corps. Elle lui faisait goûter la salade de pamplemousse, lui effleurait la joue, racontait la suite d'une anecdote, l'embrassait sur la bouche. Il finissait par croire qu'il avait dormi là la veille dans le clapotis du lac urbain. À la fin du dîner, la soirée devint plus sensuelle et se fondit peu à peu dans les entrelacs amoureux. C'est à ce moment-là qu'Arturo entra dans la salle de bain. C'était bizarre, cette salle de bain sans porte. Il entreprit par pudeur de se rafraîchir dans le noir. Le bruit d'une respiration dans un coin l'effraya. Il tâtonna à la recherche de l'interrupteur. Ça bougeait près du radiateur. Il pressa le bouton, et sous la lumière verdâtre de l'ampoule basse consommation, découvrit l'immonde créature endormie dans sa panière, lèvres entr'ouvertes. C'était un affreux assemblage. Un mince tronc de garçonnet dont le pelage dépassait d'un marcel kaki, et d'où sortaient 2 bras et 2 pattes arrière. Son visage surtout était hideux, parsemé ici et là de touffes de poils roux et noirs, sur une peau rosée, surmontée d'oreilles pointues et s'achevant par des lèvres humaines au bout d'un museau. Sa longue queue noire et orangée, semblable à celle d'un setter Gordon, seule partie de corps homogène, caressait doucement au rythme de ses rêves le radiateur en fonte. Les cris d'Arturo ayant réveillé l'animal dans son premier sommeil, il se mit à gémir. Puis, Alistair se ressaisit, bondit de sa panière, gambada gaiement, glissa sur le carrelage vers son visiteur et s'agrippa à sa jambe de pantalon en signe de bienvenue. Arturo, au lieu d'entrer dans le jeu, se mit à le frapper et entreprit de terrasser à coups de poing le monstre de la maison enfin découvert. Quand Brigitte survint en courant, verre en cristal et torchon à la main, Alistair émettait des bruissements d'imprimante, se préparant à appliquer la nouvelle méthode qu'il avait trouvée pour calmer les gens. Au début, j'ai été choquée. Articula-t-il à toute vitesse comme une mitrailleuse à phonème. Je veux signifier par là que je ne connaissais rien au genre yaoi. Mais maintenant, j'aime grandement ce type d'anime conçu par et pour des femmes sur des relations homosexuelles entre hommes. Malgré ses efforts critiques, les coups d'Arturo continuèrent de plus belle à lui tomber sur le crâne et l'atteignaient au visage. Brigitte les sépara. « Écoute au moins ce qu'il te dit, brute !» cria-t-elle à Arturo en prenant Alistair dans ses bras. « Tu verras qu'il est loin d'être imbécile. »
Ah, certainement. Comment ça, il me dit quelque chose? Et que peut bien me raconter ce monstre? Que m'apprend de nouveau ce phénomène de foire? Ricanait Arturo. Brigitte dut lui traduire les propos du chien, puisqu'il n'avait pas l'air de saisir. Il t'explique qu'au début, il était choqué parce qu'il ne connaissait pas bien les animés du genre yaoi. Mais à présent, il les adore, triompha Brigitte, comme s'il y avait lieu de triompher. Arturo aurait voulu continuer de taper. Il n'en avait pas fini. Mais Brigitte aida le chien à s'asseoir dans sa panière, tandis que, rassuré par sa maîtresse, il développait son propos. Dans cet animé, de beaux paysages poétiques de neige et de fleurs font contrepoint au Tokyo hyper-urbain. Il te dit que dans son film japonais, de beaux paysages de neige ou de fleurs font contrepoint à l'univers tokyoïte hyper-urbain. J'ai aussi beaucoup appris sur la culture managériale japonaise, mais je ne sais pas si... Il a énormément appris sur le management japonais. Je ne sais pas si j'apprécie la scène atroce de viol avec un épi de maïs. Je ne sais décider si c'est totalement ridicule ou si c'est proprement génial. Et que bien sûr, il déteste comme tout le monde l'atroce scène de viol à l'épi de maïs, qu'il trouve totalement ridicule à force de surenchère, traduisit Brigitte. Mais quel viol! Quel épi de maïs! Cria Arturo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épi de maïs? De quel épi de maïs est-ce qu'il est en train de nous parler? Questionnait-il en boucle, empêchant par sa litanie Alistair de répondre calmement, jusqu'à ce que Brigitte lui ordonna de faire silence. Alistair, dit-elle, tenant face à elle le menton du chien. De quel viol, de quel épi de maïs est-ce que tu me parles là? Quel affreux téléfilm es-tu allé regarder? Est-ce que je ne t'ai pas demandé de choisir tes programmes? Tu vas me montrer ça immédiatement. Alistair n'opposa pas de résistance et les accompagna dans le bureau où se trouvait l'ordinateur, les précédant à quatre pattes dans le couloir, à distance prudente de l'amant de sa maîtresse. Grimpé d'un bond sur le fauteuil à roulettes, il alluma la machine avec sa patte et retrouva facilement dans l'historique l'épisode visionné l'après-midi quand Brigitte cuisinait. Dans ce dessin animé, à ce qu'il comprit en parcourant l'épisode avec la barre de défilement, Junia, jeune cadre nouvellement embauché d'une entreprise d'informatique, était encouragée par son patron à offrir son corps aux clients afin de stimuler leur vente d'ordinateurs. Cela dégénérait jusqu'à ce qu'effectivement, comme l'avait dit le chien, un collègue jaloux attachât le jeune cadre sur un lit pour le violer avec un épi de maïs. « L'ingrédient de ton bourbon préféré !» ricanait le violeur. Brigitte voulut stopper ces atrocités, mais comme elle avait mis sur pause, tous trois se trouvèrent à scruter l'image immonde avec au premier plan l'énorme épi de maïs au grain jaune d'or bien dessiné, s'étalant sur la moitié de l'écran, prête à poursuivre sa besogne. Brigitte reconduisit Alistair à la salle de bain pour lui dire 2 mots. Arturo ferma l'ordinateur et resta seul dans le calme du bureau. Son attention fut alors attirée par une chaise, près de la machine à coudre, sur le dossier de laquelle il reconnut un de ses costumes Paul Smith en laine bleu canard, et d'autres de ses vêtements, chemises, pyjamas et peignoirs. Tous avaient été retaillés avec soin et rétrécis de quelque taille. Sans dire au revoir, il se sauva dans la nuit. Il sauta la grille extérieure de l'immeuble, traversa Montigny-le-Bretonneux endormi, passa en courant sous des ponts, marcha des heures sur la N12, avant de se retrouver à pied sur le périphérique, où les camions le doublaient, écrasant leurs klaxons dans la nuit, jusqu'à ce qu'ils finissent par regagner Orly.